Nous appelons M. Idoui pour la première conférence. Merci. J'ai l'honneur de faire la première conférence. Les premiers mots, comme le prédécesseur, à l'égard des femmes, on le sait tous ici, tous les hommes ont dans leur vie une femme qui va marquer leur vie. Ce soit la maman, la mère, soit l'épouse, soit la sœur, soit une amie, mais il y a toujours une femme dans la vie de l'homme et cette femme fait que cet homme va se parler, il va réussir. Donc, bravo les femmes, félicitations. Il n'y a pas, c'est personnel, mais je le dirais, les femmes qui ont marqué ma vie, c'est ma mère, mon épouse et ma sœur. Donc, bravo les femmes et merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je suis M. Roger Ndiné-Pakou, président de la Chambre du droit des affaires immobilières, qui est donc la chambre professionnelle des agences immobilières agréées par l'État. C'est une profession qui est plus ou moins mal connue. Comment deviendront agents immobiliers? Eh bien, il faut être ivoirien, de bonne moralité, être titulaire d'un diplôme de Bac plus 3 au moins, avoir acquis une certaine expérience dans le secteur de l'immobilier. Il faut constituer une société avec une quitus fiscale et puis fournir une garantie bancaire. Et par la suite, au vu de tous ces dossiers, le ministre de la Construction va vous délivrer un arrêté vous consacrant la fonction d'agent immobilier agréé. Et par la suite de cet arrêté, vous allez faire une demande auprès de la Chambre, une petite formalité d'adhésion, et vous devenez de plein droit membre de la CEDAI, c'est la reconnaissance de votre fonction d'agent immobilier, qui vous a remis une enseigne, on le conseille de plus en plus, devant votre société, sur laquelle est marqué agent immobilier agréé, parce que dans ce secteur, il intervient pas mal de personnes qui n'ont pas d'agrément, qui n'ont pas d'autorisation. C'est vrai, c'est un problème. Il va falloir par la suite trouver la formule pour normaliser ce secteur puisqu'il intervient des informels. On fait ça, c'est peu la petite parenthèse. Pour venir à notre exposé de ce jour, le thème que nous avons choisi, c'est donc le marché immobilier en Côte d'Ivoire. Ce thème est vaste. On peut aller dans tous les sens, mais on va l'orienter dans le sens du thème qui a été arrêté par Ivoire avec les initiateurs de ce salon, et notamment dis-moi ton revenu, je te dirai comment acquérir ta maison. Donc mon thème va s'orienter plutôt sur l'aspect des terrains, parce que la maison, il faut commencer déjà par le terrain. Et nous le savons tous, c'est un secret pour personne, qu'en Côte d'Ivoire, on assiste à une flambée des prix, tant à la location qu'à la vente. Ce n'est pas un secret, on le sait tous. Également, on le sait tous, nos prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure, notamment M. Ben, que les prix sont élevés parce qu'il y a simplement un déficit de logement, un déficit chronique. On le chiffre aujourd'hui à 500 000 logements par an en 2017. Voilà le montant de ce déficit. Comment sommes-nous arrivés à cette situation de crise? Que s'est-il passé? Il y a des témoins qui sont là. Et je vais souvent faire référence à M. Ben qui connaît bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. On va être lui-même directeur général du domaine urbain. Il est au centre, il voit ce qui se passe. De 1984 à 1990, c'est très important. Il va apporter son témoignage à cet exposé. Donc, il s'est déroulé pas mal de choses. Il faut savoir que pour expliquer cette situation, il faut partir au point de départ à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, en 1960, la Côte d'Ivoire est indépendante. Il y a donc une population démographique qui devient importante. On assiste à l'immigration des pays voisins, le Mali, la Guinée, les Sénégalais, tout ce monde en Côte d'Ivoire. Et l'exode rural également. Donc, il y a une forte démocratie dans les villes. L'État se désengage de l'habitat. Alors, première période, c'est l'obligation de l'État de remplir une obligation qu'on appelle le droit au logement. C'est le fait pour toute personne vivant en Côte d'Ivoire d'avoir la possibilité de se loger décemment
décemment, je dis bien, quels que soient ses revenus. C'est une obligation de l'État, au même titre que l'obligation d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Donc l'État s'engage dans cette mission et pour cela, elle a créé 3 sociétés. La CETU, société d'équipement des terrains urbains, donc qui fait l'acquisition des terrains, qui fait les réalisations, qui les vend. Ensuite, nous avons la SOGEFIA, qui est une société de promotion immobilière, et la SICOG. Ce sont ces 2 sociétés d'État donc, qui ont la mission de construire des maisons pour régler le problème de l'habitat. Cette mission, l'État va la remplir convenablement, parce qu'à cette période, tout Ivoirien pouvait acquérir une maison pour avoir un logement. Je vais vous donner un exemple. Un chauffeur de l'administration publique, on s'imagine que son salaire n'est pas très important, eh bien, croyez-moi, il pouvait se loger sans problème en Côte d'Ivoire. Mieux, il pouvait acquérir une maison. Il pouvait acquérir une maison par le mécanisme de la location-vente. On lui proposait une maison, par exemple, à Yopoué, une maison en banque. Eh bien, avec le mécanisme de la location-vente, pendant 10 années, il pouvait payer 7 500 francs par mois. Il devenait propriétaire de cette maison, c'était possible. Tout le monde pouvait acheter une maison, c'était possible en Côte d'Ivoire. Alors, pour y arriver, il y a des mécanismes qui ont été mis en place. S'agissant des terrains, il y a la loi du 2 juillet 1971 qui réglemente le régime foncier urbain. C'est très clair. L'État met ce système en place pour maîtriser le prix des terrains coutumiers. Seul l'État faisait l'acquisition des terrains auprès des communautés villageoises. Elle faisait une interface. Lorsqu'il fallait un terrain, c'est l'État qui achetait le terrain, mettant en œuvre son schéma directeur sur ce terrain à 50 surfaces, donc pour le déployer sans difficulté, faisait des morcellements, faisait les réserves administratives, et puis, lorsqu'il y avait un promoteur immobilier qui voulait faire un programme, on lui coupait un morceau, en toute sécurité, puisque l'État avait sécurisé la transaction, le mettait à disposition, et qui faisait son projet immobilier. Les terrains, en griffe, n'étaient pas vendus, ils étaient attribués. Mais il y avait des conditions. Vous aviez un délai pour le mettre en valeur. Passé la période de 5 années, l'État, s'il ne le mettait pas en valeur, pouvait vous retirer du terrain et le réattribuer à un autre amateur qui avait peut-être la surface financière pour mettre le terrain en valeur. Donc c'était ça l'esprit. Évidemment, les droits sur les terrains étaient payés par la suite lorsqu'on faisait les formalités pour obtenir les titres fonciers définitifs et tout le reste. Donc, c'était tout à fait possible, voilà, ces stratégies qui fonctionnaient parfaitement. Alors, personnellement, j'ai travaillé en cabinet notaire pendant 10 années, de 87 à 97. À cette période, je vous l'ai dit, il était impossible de faire un acte de vente sur un terrain. Ce n'était pas possible. Vous venez chez le notaire, de particulier, je vais vendre mon terrain. Il dit non, on ne peut pas le faire parce que vous n'avez pas mis le terrain en valeur, vous n'êtes pas propriétaire en pleine propriété, vous avez une concession provisoire frappée d'une clause d'interdiction de céder pendant 5 ans, je ne peux pas faire le contrat de vente. Donc, ne pouvant pas le faire, l'État pouvait encore vous retirer ce terrain et le donner à quelqu'un d'autre. Donc, par ce mécanisme, on voit qu'on bloque le mécanisme, le système de la spéculation sur les terrains. Parce qu'on n'achète pas un terrain, on le met sur le côté, et puis on se couche, 10 ans après, je le vends beaucoup plus cher. Alors, donc, tout ça, ce mécanisme juridique était en place pour éviter quelque part la spéculation sur les terrains nus. On passe à la deuxième étape. L'étape où, de 86 à nos jours, où l'État se désengage de l'habitat, de la promotion immobilière. Alors, en 86 et 88, bon, pour des raisons, M. Mbeng va nous expliquer, est-ce les bailleurs de fonds, les FMI, la Banque mondiale, en tout cas, l'État doit sortir de la promotion immobilière
et donc va mettre en liquidation la SOGEFIA, mettre en liquidation la Sécu. C'est deux grosses structures quand même qui avaient une mission importante de contribuer à la possibilité d'acquérir des maisons assez facilement. Et dans le même temps, il sera créé un environnement favorable à l'émergence des promoteurs privés. Il y a des dispositions qui sont prises à cet effet. Alors, ce qu'on peut noter, c'est là que je donne mon point de vue. Ce mécanisme fonctionne plus ou moins bien, plus ou moins difficilement. Parce que lorsque l'État se désengage de la promotion immobilière, oui, ce n'est pas un problème parce que construire une maison, tout le monde peut plus ou moins construire une maison, on peut trouver des professionnels qui vont construire des maisons, mais l'État, en sortant de la promotion immobilière, va quelque part se retirer du domaine foncier urbain. C'est-à-dire qu'il va sortir des terrains. Il dit, cette affaire des terrains, moi je m'en occupe plus trop, et donc du coup, on va se retrouver quelque part en face du propriétaire coutumier pour négocier directement des prix des terrains avec tous les risques que ça comporte du fait que vous allez dans un village pour acheter un terrain vous-même, sachant que cette personne qui vous vend le terrain n'a pas de titre. Il n'en a pas. C'est du droit coutumier, c'est par habitude par la famille qui le fait. Donc on achète un terrain, on n'est pas sécurisé. Le chef du village qui va contresigner, contesté par l'autre. Donc on retrouve aujourd'hui de nombreux conflits sur les plans du terrain. Mais ce conflit n'existait pas avant, M. Ndeye. Ça n'existait pas. On ne savait pas ce que ça veut dire. Que je bâtis le terrain, je suis 2, 3. Ça n'existait pas parce que c'est l'État qui était devant. La force publique, la puissance de l'État qui négocie cette question, qui règle le problème et qui va le faire rentrer dans le droit positif. Et non l'individu qui va, avec la l'attestation villageoise, et après, on est dans un problème, avec toutes les conséquences en ce qui concerne les prix qui sont fixés pour acquérir ces terrains. Alors, je vais donner un autre exemple du fait que cette spéculation s'est produite sur le terrain. Vous avez un terrain aujourd'hui de 500 mètres carrés qui est vendu à 5 000 mètres carrés pour comprendre la problématique du logement. Pourquoi les prix posent problème? Parce que, évidemment, lorsque vous achetez un terrain cher, logiquement, il faut l'amortir, il faut qu'il y ait un équilibre financier sur votre investissement sur le terrain pour qu'il soit rentable. On dit on n'achète pas un terrain à 5 millions pour construire dessus 5 millions. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on a un terrain de 5 millions, il faut le valoriser, il faut le rendre rentable. Donc on va quand même investir dessus peut-être 8 fois ou 7 fois la valeur de ce terrain. Donc on se retrouve de 35-40 millions sur un terrain qu'on a acheté à 5 millions. Donc cette conséquence va impacter aujourd'hui les prix des maisons. Parce qu'au départ, le terrain est cher. Le terrain est cher. Et le propriétaire privé particulier est un homme d'affaires. Il veut gagner de l'argent, il faut qu'il puisse obtenir les terrains à des prix qui soient raisonnables. Alors, nous allons essayer de donner quelques chiffres. On a pris ça là, parce que nous avons demandé à la profession à quel prix ils achètent cet terrain. Certains promoteurs immobiliers à quel prix ils ont acheté le terrain. Donc, sur les terrains villageois, sur l'échantillonnage, on va vous donner des chiffres sur le prix des terrains qui sont pratiqués. Les terrains villageois, sur la zone de Mputo, Mbadon et Benjaville. En partant des années 90 à 2018. En 90, un terrain villageois peut coûter 1000 francs le mètre carré. Combien? 1000 francs le mètre carré. En 2000, on passe à 5 000. En 2010, on passe à 10 000. Aujourd'hui, on a presque à 25 000 francs. Ces chiffres sont largement au-dessus du plafond fixé par l'État qui était 2 000 francs pour piger le droit coutumier. Deuxième chose,
Et là également, nous avons des témoins qui sont là. M. Ben va nous le confirmer. C'est un sachant. Il est là, il sait pas mal de choses, beaucoup de choses d'ailleurs. S'agissant des terrains qui ont été viabilisés, vendus par les grands travaux. On va prendre l'exemple de la 7e tranche. La 7e tranche en 1985, ce sont des terrains qui sont viabilisés, écoutez bien, en adduction en eau, électricité, le bitume, l'éclairage public, le tout à l'égout. Ce terrain a été vendu en 1985 par les grands travaux à 4500 francs le mètre carré. 4500 francs le mètre carré. C'est bien indiqué sur ces contrats-là. Et donc, ces terrains, on remonte en termes de surévaluation. En 1990, il passe à 10 000, en l'an 2000 à 25 000, en 2010 à 60 000. Aujourd'hui, on est pratiquement à 100 000 francs le mètre carré à la 7e tranche. C'est les terrains qui étaient à l'époque à 4 500 francs le mètre carré. On a 100 000 francs de mètre carré. Donc, sur une période de 28-31 années, les prix ont été multipliés par 25. Donc, c'est une grosse difficulté pour les promoteurs immobiliers. Il faut que sur le foncier, il se passe quelque chose pour que l'on puisse maîtriser les prix des logements qui sont construits. Parce que tout le monde n'a pas les moyens. Il faut qu'on puisse se loger. Il faut donc faire en sorte que une politique soit menée pour que l'on puisse permettre aux Ivoiriens d'acquérir leur maison. Et comme je disais tantôt, nous serons deux ici à répondre à vos questions. Monsieur Ben a son expérience et sa contribution est très importante, ça va produire, puisque c'est une question très ouverte et à laquelle je ne peux pas vous donner une réponse précise et verrouillée. Et nous avons déjà emprunté une piste, c'est notamment un guichet unique qui serait mis en place par exemple à l'État pour faire l'interface entre le terrain coutumier, villageois, appuyer les droits, le récupérer, le mettre à un prix convenable entre les mains de promoteurs immobiliers avec tous les papiers derrière pour aller très vite. Ça, c'est déjà une première piste. Donc, dès lors que, comme on l'a dit, dès lors que le prix du terrain est accessible, on investit dessus de façon plus juste aussi, parce qu'il y a un ratio quand même pour une question de rentabilité. Vous ne pouvez pas acheter un terrain à 10 millions et puis investir sur 10 millions. Ça ne s'équilibre pas, vous avez fait la perte sèche. Donc, il y a quand même des choses comme ça. Donc voilà, déjà la première fois, donc l'aspect institutionnel est important parce que ça permet de régler les choses. Le cas a prévu pas mal de dispositions, notamment des exonérations qui sont prévues, des droits d'enregistrement sur les documents. En fait, il y a un arsenal derrière, avec les banques derrière, comme on l'a dit, avec les taux d'intérêt qu'on a baissé. Ces taux n'existaient pas avant, on était à 15, on est passé à 11, le fait que descendre à 5%, ça devient un peu supportable. Plus la durée des prêts, on peut aller sur 15-20 ans. Dans ces pays développés aux États-Unis, on est prêts souvent sur 20 ans. Donc, tout en 25 ans. Donc, c'est des choses quand même, c'est des possibilités. Et puis, il faut avoir confiance. Bon, la Côte d'Ivoire, on est un pays, on est capable de trouver des formules, on cherche, on est en train de chercher, on sent le problème arriver, mais je reste convaincu d'un moment ou l'autre, on va finir quand même par débloquer la situation. Alors, il y a aussi qu'il faut désengorger Abidjan, parce que le problème c'est Abidjan. Le problème c'est Abidjan uniquement. Allez-y, vous voulez une villa Kachira, mais vous avez une villa impeccable, à un prix défiant toute concurrence. Le problème c'est Abidjan, donc il faut déjà développer peut-être Yamoussoukro. On en parle depuis le temps, il faut quand même s'arranger pour Yamoussoukro, Bouaké. Il faut tout dépasser les choses, mais c'est vrai qu'il y a une concentration qui est telle qu'à Abidjan, ça devient intenable. Donc, si un Ivoirien trouve un confort, je dis à Grand Laou, et qu'il vit très bien avec son activité là-bas, direct, pourquoi voulez-vous qu'il vienne s'habiter à Abidjan? Parce que c'est le conseil que je donne parfois moi à des personnes. Je dis, écoute, pourquoi tu ne vas pas t'installer à l'intérieur? Abidjan, c'est invivable. Le transport, la circulation, c'est pas possible. Donc, il faut créer aussi cette psychologie-là, l'envie d'aller à l'intérieur. Abidjan, ça suffit, c'est bon. Voilà. Ça, mais un jour ou l'autre,
On va finir, je pense, avec le problème. Monsieur Mbès, s'il vous plaît, essayez d'intervenir. En tout cas, succès au Salon national de l'immobilier de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.